Parfait. D'accord, bien, bonjour à tous, merci. Donc je me présente, Emmanuel Géaud, je travaille à la direction des investissements routiers en Haute-Corse, qui est grosso modo le bureau d'études routier de la collectivité de Corse dans le département. Donc on fait à la fois des études, et des travaux et je voulais vous faire partager aujourd'hui notre petit retour d'expérience sur la RD 231. On parlera d'études, ouais, c'est surtout on parlera d'études d'aménagement de la RD 231. Alors pour rappel, en Haute-Corse, on est vivement touché par les problématiques d'amiante naturelle et en plus, on n'a pas beaucoup de chance, nous routiers, puisque régulièrement, on trouve des traces d'amiante dans nos enrobés, donc on est confronté à un véritable casse-tête. Alors pour vous présenter un petit peu la RD 231, la RD 231, c'est une opération assez intéressante pour nous. Elle est juste au-dessus de la ville de Bastia, vous voyez à l'écran le port. C'est une opération qui date du début des années 2000, qui avait été réalisée par les personnes du Conseil général. Alors, vous voyez sur l'écran, il y a deux tronçons verts, un tronçon rouge. Il se trouve qu'une bonne partie de l'aménagement en vert a été réalisée dans les années 2000. L'opération a été déclarée d'utilité publique, tous les terrains avaient été expropriés. Et on s'est retrouvé à exhumer ce dossier en 2018, puisqu'il nous restait que ce petit bout de section en rouge à traiter. Alors pourquoi la traiter? Parce que la voie est très étroite, hein. Souvent on tangente les 4 mètres, 4 mètres, 4 mètres 50. La chaussée est très dégradée. Et même si on a un trafic assez faible, bah, ce tronçon fait un peu tâche dans tout le reste, puisque le reste de la voie a été recalibré. Une autre, un autre centre d'intérêt aussi pour qu'on s'y intéresse, parce que c'était une opération subventionnée. Voilà, on avait réussi, nos collègues avaient réussi à avoir des subventions de FENADT sur cette opération. Et on avait un budget conséquent, à peu près 800 000 euros, un petit peu plus de 800 000 euros pour recalibrer ce 1,6 km là, de la section rouge. Alors, en quoi constituait le projet d'origine, qui, je rappelle, datait des années 2000? Eh ben, c'était un recalibrage assez classique. Donc, grosso modo, on terrasse en amont sur 1 mètre pour élargir la route, sans véritablement souci d'équilibrer les quantités. Puis une partie des déblais sont utilisés un petit peu plus loin pour remblayer certains talwegs, voire évacués à la fin, puisque, comme je l'ai dit, l'opération avait été faite de façon classique, sans souci particulier d'équilibrer les terrassements. Alors, je vous ai mis après, bon, là c'est ce que je viens de dire. Je vous ai mis après quelques photos. Vous voyez ici, la route est assez étroite. On voit en bas, voilà, sur ce coin-là, on ne peut pas se croiser quand il y a un camion. Bon, il n'y en a pas souvent, puisque on est autour de 7 à 800 véhicules par jour. Et puis, vous voyez sur la photo en haut à droite, là encore, l'enrobé n'est pas en très bon état, mais pour la RD 231, la section qui nous intéresse, c'est quasiment celui qui était en meilleur état. Alors, la diapo suivante est déjà un petit peu plus sympathique pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on a repris le dossier en 2018 et c'était un dossier où, comme ce qui était fait dans les années 2000, où l'amiante n'a pas été pris en compte. Alors là, on a changé de couleur, donc le tronçon concerné, ici les 1,6 km, constitue le tronçon noir. Voilà. Et on voit successivement, grâce à la carto BRGM de 2010, un compte tangente, voire qu'on rentre carrément dans des zones rouges d'aléas très forts, question amiante environnementale. L'amiante nous fiche un petit peu la paix de temps en temps, et puis on reprend avec une zone ici, par exemple, en zone classée 1, si ma mémoire est bonne. Je vais passer à la diapo suivante, qui est un petit peu plus sympathique, où on a mis en fond d'écran la carto là, un petit peu plus précise réalisée par le BRGM spécifiquement pour la ville de Bastia et qui est disponible d'ailleurs sur Internet. Donc là, oui, encore changé de couleur. On est en jaune. Voilà. Alors donc, quand on reprend le dossier en 2018, bah, les contraintes ont complètement changé. L'amiante est devenue une préoccupation majeure et on se retrouve avec un projet qui finalement bah, ne peut plus être appliqué, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un projet classique, déblais, remblais, avec des déblais largement excédentaires. On n'a également en Corse aucune filière de stockage ou d'évacuation des terres amiantifères ou des déchets amiantés. Pour les déchets amiantés, on est obligé d'aller sur le continent, ça coûte très très cher. Donc le projet était devenu caduc, mais il était encore subventionné. Donc on s'est quand même dit, avec l'accord de nos élus, qu'il fallait un petit peu se creuser la tête pour essayer de trouver une solution et traiter ce dernier tronçon.
Alors le projet avait été véritablement chamboulé, on s'est gratté la tête et on a eu une idée là-dessus. Alors on était un petit peu audacieux à l'époque, comme on a très vite compris qu'on pouvait, plus faire de terrassement, un peu important, on s'est dit: «On va garder la plateforme» et puis comme on est routier, on a pensé à, comme elle était complètement la plateforme était complètement, défoncée, à traiter, cet objet-là avec, faire du traitement de sol. Couche de forme, traitée. Alors je dirais qu'on était audacieux à l'époque parce que, bah, déjà il fallait quand même, oser se lancer dans ce genre d'études-là. Pour ceux qui ont déjà fait du traitement de sol, vous voyez les poussières de ciment, de chaux, mais on se disait quand même que c'était pas complètement stupide et puis surtout, sur ce type de configuration qu'on retrouve régulièrement en Corse, nous, ça nous intéressait, d'essayer de creuser un peu cette solution, de revaloriser, dans un contexte, amiantifère, les terrains en place. Alors évidemment, c'était 2018, il n'y avait pas encore la 94001, on n'était pas, très bien équipé pour tout ce qui est, repérage avant travaux, mais on s'est quand même lancé. Alors la première chose qu'on a fait, on a quand même consulté, on a fait une approche auprès des gens de l'Adréal, de la section risque ici, pour leur, demander s'ils étaient d'accord sur le principe, d'essayer de traiter ces sols-là dans une zone amiantifère. Bon, au bout de plusieurs mois, on n'a jamais eu de réponse, donc on s'est quand même lancé et bon, on a lancé toute une série d'investigations. Alors la diapo suivante, j'ai mis il faut savoir qu'à l'époque, comme je l'ai dit, on n'était pas très avancé sur tout ce qui était en infrastructure, repérage avant travaux. On n'avait que le guide INRS et c'est à peu près avec ces seuls outils-là, qu'on s'est lancé. On s'est quand même autorisé à avoir un petit budget assez conséquent en termes, d'études, puisqu'on avait une vingtaine de milliers d'euros qu'on a consacrés et intégralement consommés, sur cette recherche-là. Donc, la première chose à faire quand on cherchait à faire du traitement de sol, ça a été d'identifier si sous la chaussée, effectivement, le matériau, qui était très certainement une couche de forme, granulaire, contenait de l'amiante. Donc on s'est lancé dans toute une série, vous voyez en haut, de carottage, de prélèvement, de matériaux à la tarière, matériaux de constitutifs de la couche de forme. On s'est également lancé dans quelques pénétros pour avoir quelques caractéristiques, mécaniques. Des sondages à la pelle dans les terrains une fois qu'ils ont été déterminés comme non amiantifères. Et on s'est également lancé dans une étude de traitement de sol classique parce qu'on voulait pas faire, parce que le guide de traitement de sol nous donne aussi la possibilité sur ces zones de faible importance, d'avoir une approche, je dirais, forfaitaire. Mais on voulait quand même, on s'est dit: «On va quand même imaginer qu'on aille jusqu'au bout, jusqu'au DCE». On voulait quand même présenter une étude de traitement de sol correcte pour pouvoir, consulter. Alors on s'est lancé dans les essais d'identification, carottage, prélèvement à la tarière avec des protocoles qui, à l'époque, étaient pas encore, aussi raffinés et mis au point, qu'on a actuellement. On a quand même évidemment tout de suite avec, l'amiante, des surprises. Donc, on a trouvé, notamment dans les zones qui n'étaient enfin oui, ça on s'est tout de suite concentré, sur les zones qui d'aléas amiante, faible ou nulle. Donc on a tout de suite trouvé, à certains endroits, dans la couche de forme, existante, de l'amiante. Voilà, de l'amiante chrysotile. Des fois on en trouvait, des fois on n'en trouvait pas. On a également trouvé par la même occasion, puisqu'on carottait les chaussées, on s'est mis à trouver, sur à peu près une carotte sur 3, de l'amiante, dans nos enrobés. Donc ça se présentait, plutôt mal. Donc on a mis à peu près, 6 à 7 mois avec, le bureau d'études géotechniques, qui nous assistait pour cibler, les zones qui permettaient, de prélever des matériaux pour derrière faire tout le panel des études de traitement de sol. Alors, tout ce qui était, essai Proctor, identification GTR, essai d'aptitude, maniabilité, les IPI, les CBR. Et j'en passe. On a eu, véritablement un mal de chien, à trouver des zones où, on pouvait faire les essais sur des, matériaux non amiantés. Parce que
quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé au début avec le géotechnicien, c'est que tous ces essais en laboratoire qui, nous, pour nous routiers, sont relativement classiques, il est hors de question de les faire sur des matériaux qui comportaient de l'amiante. Donc, systématiquement, avant de pouvoir envoyer au laboratoire des échantillons de traitement de sol qui nous permettent de faire ces études-là, il fallait les blanchir, au niveau amiante et s'assurer qu'il y a pas d'amiante environnementale là-dedans. Les surprises diverses dont j'ai parlé, nous ont contraints, considérablement. Donc si vous voyez sur la carte de droite, tout ceci, c'est notre zone d'étude, initiale. On comptait faire du traitement de sol. On s'est contraint, à faire, des recherches sur les zones où vous voyez les différents points bleus. Au final, pour fixer les idées, on s'est retrouvé à peu près avec, la moitié du linéaire que vous voyez avec les points bleus, je dirais représentatif, pour faire des essais, de sol sur des matériaux dépourvus d'amiante. Donc déjà, on avait un problème de représentativité et on s'est quand même lancé là-dessus parce qu'on a voulu aller jusqu'au bout après ces découvertes inattendues, d'amiante. Et ça nous a pris, au final, l'étude de traitement de sol est tombée, en septembre 2020, l'étude définitive. Mais on s'est rendu compte, rapidement que les seuls matériaux qu'on arrivait à extraire, qui sont ceux que vous voyez sur la photo de droite, étaient, trop crus et avaient, des aptitudes au traitement de sol insuffisantes. Voilà, donc au final, on a essuyé un échec, assez, retentissant là-dessus. On a soulevé toute une série de difficultés, voilà, notamment en termes de représentativité, en termes de fait que quand vous recherchez de l'amiante, ben, malheureusement, vous en trouvez, dans nos contrées, plutôt facilement et pas forcément, là où vous voulez. Puis on s'est rendu compte également à cette occasion qu'on avait, où on manquait, d'outils pour faire des diagnostics préalables, tout ce qui est recherche, amiante avant travaux, où les outils qu'on avait étaient pas adaptés. Voilà, c'était clair et net qu'on avait encore à l'époque, démarché avec des diagnostiqueurs qui venaient du monde du bâtiment. C'était totalement inadapté, dans ce contexte-là et le fait de faire de l'étude de traitement de sol, bah, nous a amenés avec, des géotechniciens et des mécaniciens de sol qui avaient pas forcément la culture amiante et qu'on appris, en même temps que nous, les difficultés que travailler à proximité de l'amiante, nécessitait. Alors j'ai mis qu'on avait aussi des difficultés à trouver des acteurs compétents, c'est plutôt des acteurs qualifiés, voilà. Puisque, notamment on s'est rendu compte qu'au niveau des repérages préalables, on était très mauvais. Au milieu de l'étude, en l'été 2019 est sortie, la première consultation pour la norme, 94001, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a redécouvert le terme géologue opérateur de repérage, la qualification, pour faire ce type de repérage-là. Et on s'est mis également à consulter en parallèle. On avait d'autres études qui aussi dans des coins avec des milieux amiantifères. Mais en Corse, on n'a trouvé absolument personne. On a été, par exemple, infructueux sur une consultation qu'on a menée à l'époque pour faire de la A2, pour faire de la A4. On trouvait des gens, mais ils n'étaient pas qualifiés. C'était ou des mécaniques, c'était des géotechniciens la plupart du temps, qui étaient effectivement formés SS3 et SS4, mais c'était pas ce qu'on leur demandait. Heu et on a déclaré à chaque fois les marchés infructueux et on s'est mis, véritablement à se creuser la tête pour savoir, comment on allait faire. Donc voilà, c'est l'histoire de la 231 dans la première partie, c'est l'histoire d'un échec. Donc je pense toujours que c'est intéressant de faire partager ces échecs et c'est pour ça que j'exposais, dans cette première phase, ce qui s'est passé. Alors après, on va être un petit peu positif puisqu'on est rentré dans une deuxième phase, on y est actuellement, 2020 où cette fois-ci, bah, on a tous été sans doute confrontés à des projets en milieu amiantifère. On est nous à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre et on s'est remis en question. Donc ce qu'on ne voulait pas faire au début, pour traiter l'intégralité de la route départementale, c'était faire des reprofilages en enrobé. Bah, écoutez, contraint et forcé, on va s'y résoudre puisqu'on voit clairement qu'on ne pourra pas facilement élargir la plateforme, donc ou alors à un coût prohibitif. Ça, on a expliqué ça à nos élus et on est plutôt bien entendus.
Mais on voulait quand même essayer de faire des améliorations ciblées sur cette voie. Donc on s'est quand même attaché à essayer d'améliorer deux secteurs. On a traité un carrefour au début de la voie, et on a également essayé d'élargir un ouvrage. Voilà. Et puis, en même temps, on a tiré un peu les conséquences de nos échecs. Donc, on a cherché à mettre en place là, des véritables marchés d'études pour faire des repérages en amiante environnementale à 0, à 1, à 2. À l'époque, la 94001 n'était pas complètement stabilisée. Bah, c'est pas grave, on a missionné un bureau d'études pour nous aider à lancer une consultation pour un accord cadre à bon de commande qui traite ces différentes missions. Et cette fois-ci, on s'est particulièrement attaché à avoir des opérateurs qualifiés et des fameux géologues opérateurs de repérage. Alors, l'histoire s'est bien terminée puisqu'on a réussi à trouver ces personnes-là. Bon, je fais un petit peu de pub pour GDA au passage, hein, avec Monsieur Sevin, mais je crois qu'il sera tout à fait content, puisque dans le cadre des deux améliorations ponctuelles qu'on a fait, bah, on a commencé à dégainer ce coup-là avec des gens compétents, le traditionnel cursus A0, A1. Alors, vous voyez, là, j'ai mis à l'écran le traitement d'un carrefour. Il faut vous imaginer la RD 231 ici, avec une voie qui est raccordée, avec une configuration, ce qu'on appelle nous en Y, qui est pas terrible. Donc, on a repris intégralement, on a monté une étude au niveau avant-projet, qui est en interne, mais ce coup-là en prenant naturellement en considération l'amiante dès le début dans la conception du projet, en cherchant à équilibrer, et puis surtout, dès la phase avant-projet, en se demandant comment on allait faire, quelles allaient être les méthodes de travail qu'on allait mettre en œuvre pour réaliser ces travaux, et en adaptant complètement la conception à la présence d'amiante. Voilà. Donc sur cet exemple-là, on a fait une A0, une A1, on était en pleine zone rouge, donc GDA a confirmé qu'effectivement, il y avait de l'amiante absolument partout. Donc je fais pas de géologie, je serais éventuellement à Monsieur Sevin, si il veut commenter 2 minutes ce secteur-là. C'est très intéressant pour lui. Bon, pour nous, un peu moins, puisqu'on a ça, on est foutu sur cette affaire, on a de l'amiante partout. Mais voilà, on va avancer les études et on va soumettre à nouveau ceci à nos élus. L'autre projet aussi intéressant qu'on a fait, c'était l'élargissement d'un ouvrage en milieu amiantifère, toujours là, un franchissement de vallon. Alors vous imaginez la route existante qui est ici, grosso modo, on double la largeur de l'ouvrage existant. C'est une petite voûte maçonnée, mais pareil, on est en pleine zone rouge. Dès qu'on veut faire des appuis, alors je vais passer directement à cette diapo-là qui est l'élévation de l'ouvrage. Voilà, on s'est entouré en maîtrise d'œuvre conception du bureau d'études EGIS. Voilà, c'est un élargissement avec une dalle en poutre béton armé préfabriqué, une taille modeste, hein, il y a quand même une dizaine de mètres de portée. Mais voilà, pour les appuis, on est en pleine zone amiantifère et dès le début de la conception, il faut penser l'ouvrage, enfin, il faut penser la façon dont on va réaliser et traiter les travaux en milieu amiantifère. Alors, par exemple, ici, ça a été l'objet de nombreuses discussions avec le maître d'œuvre. Évidemment, pour appuyer les culées, il faut terrasser, il faut dégager une surface d'appui. On est sur le rocher direct, mais là, on est en pleine zone amiante. Eh ben, il faut penser dès le début à équilibrer les terrassements des fouilles, à pouvoir les stocker provisoirement dans un coin pour les reprendre ensuite et les utiliser dans les remblais qu'on met à l'arrière des culées. Alors ça, pour un ouvragiste, on a un petit peu une mal. Je reviens sur la dépôt précédente. Oui, ici, par exemple, on a créé une zone de stockage. Voilà, on est dès l'avant-projet. On a exigé de notre maître d'œuvre qu'il fasse des cubatures très précises sur tout ce qui était zone d'appui et terrassement des fouilles pour chaque culée. Et ça nous a permis de dégager une zone ici qui nous servira de stockage pendant les travaux. Donc ça donne des phasages de travaux, enfin on est obligé de penser le phasage de travaux dès l'avant-projet. Bon, on se prend d'entrée des mal de tête à n'en plus finir, surtout avec les ouvragistes qui sont jamais très très bien sensibilisés à ces problèmes de terrassement. Et voilà. C'est extrêmement important dès le début de refaire ce type d'adaptation. Alors,
pour information, actuellement, on en est sur ces 2 projets-là. Sur le premier projet de Carrefour, on est dans les phases avant-projet, il faut qu'on le fasse valider par notre assemblée. Et pour l'élargissement de l'ouvrage d'art présent là, sur le slide, on en est en phase projet. Le projet a été revalidé par les élus. Et on a de très bonnes chances d'arriver en pro. Mais enfin, on est très très loin de l'opération qu'avaient imaginé nos prédécesseurs dans les années 2000, avec un rééquilibrage général, puisqu'il faudra progressivement se résoudre à restreindre ce genre de projet en milieu amortifère quand on a des très grands linéaires, et puis essayer d'améliorer que là où c'est vraiment nécessaire et où ça coûte pas trop cher. Alors, les conclusions, parce que je crois que j'en suis plutôt bon, ok, j'ai juste Oui, la non, dernière c'est diapo. juste, voilà, la fin. Voilà, Merci. c'est nickel. Voilà. Alors, je rappelle, mais je fonce peut-être des portes ouvertes, qu'il faut véritablement anticiper l'amiante quand on réalise un aménagement en milieu amiantifère. Alors je dirais même une suranticipation, et en étant un petit peu provoque, moi j'ai rayé sur le diagramme là, qui est extrait de la 94001, j'ai rayé avant-projet, parce que chez nous maintenant, systématiquement, on est missionné pour une opération, on sait qu'on n'est pas très loin d'un coin où il y a de l'amiante environnementale, on dégaine systématiquement là à zéro, voire là, avant de dire, OK, on peut y aller. L'amiante est devenu tellement dimensionnant, tellement contraignant qu'on s'impose maintenant systématiquement ces disciplines-là. Alors, on n'est quand même pas si pessimiste que ça, puisque je vous l'écris, la présence d'amiante environnementale, elle ne remet pas forcément en cause une opération. On va essayer, notamment, il y a certains coins, on s'est lancé là, sur la RT20 dans la vallée du Golo, à essayer de faire des recalibrages dans des coins où manifestement le tracé routier doit être amélioré et où on a identifié de l'amiante environnementale. Mais on va penser l'étude en conséquence dès l'avant-projet. Et puis enfin, évidemment, il faut s'entourer d'acteurs compétents dès le début. Donc, on est très heureux que la 94001 maintenant soit opposable, soit parue. Je pense qu'on est enfin clair maintenant dans tout ce qui est repérage préalable en amiante environnementale. Il faut quand même que les choses se mettent un petit peu en place. Bon, je voulais juste faire une remarque, c'est quand même la 9401, nous, maître d'ouvrage, et je dirais même maître d'œuvre, nous a quand même un peu laissé sur la fin, parce que si le guide INRS parlait des A3, A4, on est complètement orphelin pour le moment en termes de normes dans ce domaine-là. Voilà. Puis je rappelle juste qu'à l'occasion, on vérifie donc à chaque fois qu'on touche ces opérations pas très loin de l'amiante, systématiquement les ratios. Donc c'est au moins, on multiplie par 2 en temps, en complexité et en finance une opération. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez maintenant multiplier par 3 en temps, tellement les contraintes sont importantes. Voilà, c'est la fin de mon intervention. J'espère que je suis dans les temps parce que j'avais plus le chrono. Juste 2 minutes de plus, mais c'est pas grave, Emmanuel, Ah, excusez-moi. c'était très très intéressant aussi de montrer cette montée en compétences nécessaire devant les problèmes qui se posent. Je vois que Didier a levé la main. Oui, oui, juste un complément. Merci Emmanuel, c'est toujours intéressant d'avoir ces retours, bon, surtout quand on voit qu'il y a des cartes BRGM avec des niveaux de susceptibilité qui ont été préalablement définis, puis qu'au final, ça marche plutôt bien. Juste ce que je voulais dire, c'était effectivement, nous, les cartes que l'on établit, c'est les sols et roches en place, hein. Et donc, on s'intéresse ni à la couche de forme, ni à la couche de roulement, quoi. Et on sait que, enfin, je pense que Emmanuel est bien conscient des choses. Il l'a indiqué au début de sa présentation, mais on a beaucoup de couches de forme qui sont faites à partir d'éléments de serpentinite, hein, et qui font que dans des zones naturelles dans lesquelles on a des roches non amiantifères, ah ben, on est souvent confronté le long des axes routiers à des problèmes d'amiante liés uniquement au fait que la couche de forme est faite avec des éléments de serpentinite. Merci Didier.
Il y a une question dans le chat sur le rôle de l'eau et l'aggravation de la dégradation. Si quelqu'un veut répondre dans le chat, je propose de passer à la présentation suivante de Brice Sevin, qui va nous faire un retour d'expérience sur la Nouvelle-Calédonie, même si, en fait, il aurait pu nous en faire un sur la Corse.